Pulsar. Pictavienne, bien le bonsoir et bienvenue dans votre émission Poitou Pop, une émission proposée par l'association Poitou Presse sur les ondes de Radio Pulsar toutes les semaines paires. Alors cette semaine, on continue notre quête perpétuelle de vouloir manger des bourgeois en parlant de la lutte LGBTQIA+, avec le collectif des Fiertés de Poitiers et Poitiers antifasciste. Bien le bonjour. Nous avons également autour de la table Arthur qui nous parlera de l'Eurovision et qui à la fin aura sa fameuse chronique de Cinémarts. Et aussi, nous avons Mafalda qui nous réserve elle aussi une chronique sur une élection. À la technique, on a notre cher Edoui Pleiner et sur Discord, notre fier reporter Yurigan. Nous pouvons donc commencer une émission qui s'annonce mouvementée avec la première chronique d'Arthur qui nous parle donc de l'Eurovision. Alors, je suis une grande fan de l'Eurovision depuis que je suis toute petite. C'est une obsession, le machin. Ça prend un espace mémoire dans mon cerveau, c'est une dinguerie. Tu me dis Tchéquie 2017, je te réponds Martina Barta. Tu me dis Monténégro 2008, je te réponds Stefan Filipovic. Tu me dis Portugal 2016, je te réponds que c'est un piège et qu'il s'était retiré cette année-là. Et là, devinez quoi, en ce moment, c'est la semaine de l'Eurovision. Donc, je suis hyper excité. Ce soir, c'est la deuxième demi-finale à partir de 21h. Donc, autant vous dire qu'il ne faudra pas trop que je tarde en sortant de la radio après l'émission. Mais qu'est-ce que t'aimes tant au final qu'est-ce que t'aimes tant dans cette Eurovision, Arthur? Dis-nous tout. Tout d'abord, c'est un show grandiose. Puis ayant des goûts musicaux très éclectiques, l'Eurovision te promet de passer par tous les genres, toutes les émotions en quelques minutes. Donc perso, je suis au paradis. Puis l'Eurovision, c'est très queer également. Alors, je ne parlerai pas plus de cet aspect dans la chronique, mais il faut bien comprendre que la communauté LGBTQIA+, et l'Eurovision, c'est une grande histoire d'amour. La plus grande figure étant, je pense, la drag queen Conchita Wurst, gagnante en 2014. Mais on peut également citer Nemo, la vainqueur précédente, première artiste non-binaire à remporter le concours, ou encore Jean-Claude Pascal, gagnant pour le Luxembourg en 1961 avec une chanson « Nous les amoureux », qui a un texte qui parle de relations homosexuelles et d'homophobie, qui par ailleurs n'avait pas du tout été repéré à l'époque, mais aujourd'hui on s'en rend compte tant les paroles sont explicites. Si ce sujet vous intéresse, je vous recommande le livre Queerovision, que j'ai là dans la salle, paru aux éditions Double Ponctuation, écrit par Fabien Randan, qui est journaliste pour le média 20 minutes, et qui retrace les histoires de 15 artistes différents à l'Eurovision, tous membres de la communauté LGBTQIA+. Donc là, si tu vas pas nous parler de la lutte LGBTQIA+, à l'Eurovision, tu vas nous parler de quoi ? Alors, l'Eurovision, c'est un événement international, et qui dit international dit géopolitique. Le concours a 68 ans cette année, 69e édition, vous vous doutez bien qu'il y a de quoi raconter sur les crises politiques européennes, et pas que à travers l'histoire autour de l'Eurovision. Et pourtant, l'Union européenne de radio-télédiffusion, UER, l'organisation qui s'occupe de l'Eurovision, n'a qu'un seul mot à la bouche, apolitisme. Mais l'apolitisme, ça n'existe pas. Effectivement, tu as raison. On dirait que c'est moi qui écris les questions, c'est dingue. Quoi, la fluidité. Je pourrais vous faire une liste des chansons avec un message politique à l'Eurovision, mais ça durerait 3 heures. Donc, je vais me contenter de vous prendre 3 exemples de cas politiques à l'Eurovision, plutôt récents, et des réponses que l'UR a apportées. Commençons avec la Biélorussie. En août 2020, le dictateur Alexander Loukachenko est réélu aux élections présidentielles pour la 6e fois d'affilée, au premier tour, avec plus de 80% des suffrages. Une réélection fortement critiquée avec un trucage des votes que dénonce sa principale opposante, Svetlana Tsikhanouskaya. Un énorme mouvement de protestation est lancé dans le pays, des millions de Biélorusses descendent dans les rues, une répression policière affreuse s'exerce sur le pays, beaucoup de manifestants reçoivent des coups, certains sont emprisonnés et ressortiront avec de graves séquelles. La principale opposante est contrainte de fuir en Lituanie, car menacée de mort par le gouvernement. Juste avant sa fuite, elle est d'ailleurs retenue en otage où on lui demande d'appeler au calme et à la fin des protestations. C'est dans ce contexte perturbé qu'en début 2021, BTRC, la télévision biélorusse, et Alexander Loukachenko himself choisissent le groupe Galazi Z Mesta et la chanson Yanachu Tebia, traduit littéralement « Je t'apprendrai ». La chanson est pleine de métaphores sur le fait qu'il faut obéir au leader, être fidèle à la nation, etc., etc. Bref, une chanson anti-protestation qui se cache à peine. Et je présume que tout le monde a voulu interdire cette chanson, non ? L'UR approuve en premier lieu la chanson, mais après la mise en ligne, les réactions des internautes ont fait changer d'avis l'UR, dans la journée même d'ailleurs. L'UR n'avait pas saisi la portée politique des paroles. Quelques jours plus tard, faute d'un accord avec l'UR, la Biélorussie est exclue du concours. Quelques mois plus tard, BTRC, la télévision biélorusse, sera même exclue de l'UR pour manquement à l'indépendance journalistique. Et c'est toujours le cas aujourd'hui.
Dans ce cas-là, face à un seul pays, l'UER a pu aisément prendre la décision de l'exclure et préserver leur apolitisme, même si exclure le pays est déjà en soi une action politique, bien sûr. Mais ça devient plus compliqué quand le problème inclut 2 pays. Il y a de quoi dire sur la rivalité entre l'Ukraine et la Russie à l'Eurovision. Bon, la Russie, déjà de base, ils vont de scandale en scandale à l'Eurovision, même avant que l'Ukraine arrive. Je ne vais pas vous faire la liste, mais pour vous donner un exemple de leur comportement, en 2003, ils envoient le groupe Tattoo, qu'ils avaient fait passer pour un duo lesbien, alors que pas du tout, c'était juste pour faire parler d'eux. Et ça a marché, ils ont terminé 3e cette année-là. Et en quoi l'Eurovision serait important pour la Russie et son image internationale ? En règle générale, l'Eurovision est utilisée par la Russie et aujourd'hui Israël comme un outil de soft power. Par exemple, dans les années 2000, la Russie a tout fait pour accéder à la victoire et organiser l'Eurovision chez eux. Par la suite, et donner du coup une bonne image du pays par conséquent. Ils ont réussi en 2008 avec Dima Bilan et 2009 a été une des années les plus coûteuses dans l'organisation du concours, tant la télévision russe a mis les moyens. À l'époque, l'Eurovision n'avait jamais été aussi moderne. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des problèmes avec l'Ukraine et ça a impacté comment le rapport avec l'Eurovision ? Alors, en 2014, la Russie envahit la Crimée, un territoire ukrainien. Aux Eurovision 2014 et 2015, la Russie enverra des chansons avec des sous-textes très politiques et se fera huer au moment de monter sur scène. Celle de 2015, A Million Voices, est une chanson qui parle d'unité entre les peuples et de paix dans le monde, MDR. Mais tout se complexifie en 2016 quand l'Ukraine envoie l'excellente chanson 1944, chantée par Jamala, traitant du massacre des Tartares de Crimée en 1944. La télévision russe se plaindra à l'UR, voulant interdire la chanson car trop politique selon eux. Mais l'UR refusera, considérant 1944 comme une chanson plus historique que politique. En fin de compte, l'Ukraine remporte l'Eurovision 2016 et Jamala révélera le jour d'après qu'en effet la chanson était ouvertement politique. Et donc si l'Ukraine a gagné, c'est-à-dire que le prochain Eurovision se passe dans ce pays, comment est-ce que ça se passe ? En effet, en 2017, l'Eurovision est donc organisée en Ukraine, à Kiev, et le pape reste au Vatican, mais la Russie ne se retire pas et décide d'envoyer Julia Samoylova, une chanteuse en fauteuil roulant atteinte d'une atrophie musculaire. La stratégie, c'est un peu en mode « ils n'oseront jamais refuser une handicapée de participer au concours ». Et c'est manqué, en raison d'un concert que Julia avait tenu après 2014 en Crimée, elle est interdite d'entrer sur le territoire ukrainien. Alors l'UER essaiera pendant des semaines de faire participer la Russie, a essayé de trouver des solutions en mode « est-ce qu'elle peut pas chanter depuis un studio en Russie, retransmis en satellite ?» mais en vain. J'ai pas le temps de vous raconter toutes les histoires entre ces 2 pays à l'Eurovision, mais ces 2 événements illustrent bien l'ambiance. Au final, il faudra attendre 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour voir la Russie être exclue du concours et par extension de l'UER. Et donc, si la Russie est exclue, qu'attend la Commission pour exclure Israël ? En effet, bonne question, très bonne question, c'est incroyable. Putain, mais j'ai les questions qu'il faut. T'es très attentif. Israël a toujours envoyé des chansons plus ou moins politiques à l'Eurovision. On parlait d'histoire queer en début de chronique, et l'Eurovision, ça a été l'occasion pour Israël de travailler son pinkwashing, avec notamment l'Israélienne Dana International, première artiste trans à participer et gagner l'Eurovision, c'était en 98. Mais depuis l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas, Israël ne se cache plus sur les messages politiques. En 2024, l'an dernier, ils envoient Eden Golan avec la chanson premièrement appelée October Rain. Bon, rien que par le titre, je vous fais pas un dessin, Israël joue les victimes sur la scène internationale en instrumentalisant une tragédie pour justifier le massacre en cours à Gaza. Le titre sera quand même changé par Hurricane à la demande de l'UR pour enlever une partie du message politique avec de gros guillemets. Beaucoup de monde, que ce soit dans la communauté de fans de l'Eurovision, comme dans les délégations des pays participants, comme dans les habitants de Malmö, la ville haute, demandent le retrait d'Israël, mais l'UR fait la sourde oreille. Eden Golan est soutenu par les sionistes de toute l'Europe, notamment en France par Yael Braun-Pivet. L'ambiance sur place est très pesante, tout est sous pression anxiogène et traumatisante. Cette année, rebelote, la chanson est ultra politique, parle du même sujet et en plus, ils font le choix de prendre une chanteuse, Yuval Raphael, une survivante de l'attaque du 7 octobre. À la différence que l'UR doit cette année se plier aux lois suisses, donc les drapeaux palestiniens seront autorisés dans la salle. Donc si on ne peut pas entendre les bouts du public, on verra au moins les drapeaux brandis. Donc finalement, on présume que l'UR ne ferait toujours rien concernant la situation. Suite aux plaintes des télévisions belges, islandaises, irlandaises, espagnoles et slovènes, l'UR se dit prêt à enfin ouvrir le débat sur la participation d'Israël. Dans tous les cas, Israël participe ce soir dans la 2e demi-finale. Il y a peu de chances quand même qu'il se fasse sortir, donc il faudra s'attendre à les voir en compétition samedi soir. Bien, merci beaucoup Arthur. J'ai pas fini. En conclusion... Surtout que j'ai le script sous les yeux. Surtout. C'est terrible, je m'excuse énormément. Pas de souci. En conclusion, et ça c'est pas une surprise, l'apolitisme, ça n'est pas viable. Car en soi, dans un événement international, toute action politique
toute action est politique. L'Eurovision traverse une crise parmi tant d'autres, mais doit sérieusement se remettre en question. Pourquoi exclure la Russie dès qu'elle envahit l'Ukraine, mais rester aveugle quand Israël bombarde Gaza ? C'est une forme d'hypocrisie. Mais la réponse se trouve peut-être dans la peur de perdre leur principal sponsor, la marque de cosmétiques Moroccan Oil, une entreprise israélienne. Normalement, leur contrat est censé se terminer l'an prochain, à voir si l'UR osera enfin prendre des décisions fortes. Voilà, j'ai fini, j'ai pas pu vous parler de tout, hélas. J'aurais pu notamment vous parler de la rivalité entre Azerbaïdjan et Arménie, et notamment l'invasion par l'Azerbaïdjan du Haut-Karabakh, territoire arménien, sensiblement le même contexte qu'entre la Russie et l'Ukraine, mais auquel l'UR n'en a rien fait pour l'instant. Mais ce sera pour une prochaine fois. Et on a hâte d'avoir cette prochaine fois. Merci beaucoup Arthur pour cette chronique qui montre que finalement l'apolitisme n'existe pas. Et ça me permet tout à fait de rebondir justement sur la Pride de ce samedi qui se veut plus qu'antifasciste. Alors pour parler de la Pride donc du samedi 17 mai 2025, je ne me trompe pas dans les dates, on a autour de la table deux collectifs, le collectif Poitiers Antifasciste et le collectif des Fiertés de Poitiers. Bien le bonjour. Alors, écoutez, aujourd'hui, on est là pour parler avant tout de la Pride, de comment est-ce qu'elle va s'orienter, mais aussi de la lutte face à la queerphobie qui a lieu dans le monde et donc la lutte face au fascisme. Alors, la Pride de samedi, comment est-ce qu'elle va se dérouler ? Alors bonsoir. Alors la Pride de samedi va commencer à partir d'à peu près 10h30, 11h avec un village associatif qui va commencer sur la place du Maréchal Leclerc, enfin la place de la mairie. Ensuite, il y aura le départ de la Pride, le départ de la marche vraiment du cortège se fera à 14h30. On a un parcours assez sympa cette année, un peu long aussi, et c'est pas facile pour tout le monde de marcher aussi longtemps. On prévoit à peu près 3 heures de marche, qui est quand même beaucoup, avec des moments où on se pose, effectivement, où on fait des temps, etc. d'arrêt. Mais effectivement, c'était l'ambition de cette année de faire quelque chose de plus long et de plus revendicatif aussi. Un peu de radicalité, ça fait de mal à personne. Et donc on part à 14h30, il y a un petit temps de discours qui est important quand même pour pouvoir poser un peu les bases, etc. Parce que parfois il faut aussi parler, expliquer un peu ce que c'est que la queerphobie, ce que c'est que le fascisme aussi, expliquer comment ces deux choses malheureusement se mêlent. Et voilà, puis après, retour de marche vers 17h, et puis dans la soirée, des trucs très sympas, rue de la Régraterie, avec 4 bars partenaires, le Bafalou, le Caribou, l'Envers du Bocal et le Zinc, avec des show drags, et puis voilà quoi, donc beaucoup de choses de prévues pour cette marche. Ouais, vu que la volonté, c'est aussi montrer que la Pride, outre l'aspect festif, c'est aussi un aspect très revendicatif, c'est pas uniquement une vitrine commerciale, c'est vraiment quelque chose de éminemment politique pour lequel il faut avoir des revendications fortes et être présent. Bah, les camarades d'en face en parleront peut-être mieux que moi, etc. Mais en fait, dans les faits, être queer, c'est aujourd'hui, dans les faits, après on est revendicatif ou pas, on le porte comme une revendication ou pas, mais c'est un acte politique en fait. Enfin, je veux dire, à partir dès que tu sors de la norme, tu te fais stigmatiser, etc. Donc il peut y avoir... donc voilà, donc c'est en faire quelque chose de... il y a un moment dans l'année où on peut faire ça, c'est celui-là quand même. Enfin, il y en a malheureusement pas du tout. Heureusement beaucoup d'autres, mais ça fait partie des moments où il faut y aller sur ce terrain-là. Et donc oui, complètement. On voit à travers le monde donc les droits reculés pour les personnes queer. Il y a notamment, on peut avoir une pensée pour le président uruguayen qui est mort récemment et qui avait mis en place qui est José Mujica, si mon accent est bon, qui a mis en place le droit, waouh. Pour les personnes de même sexe, ok, c'était compliqué, qui a mis en place une avancée sociale. On voit à travers le monde justement la montée du fascisme, là où le capital est à son extrême, le fascisme suit toujours, vu que c'est la partie la plus radicale du capitalisme. Donc il y a aussi la question de comment est-ce qu'on met en place une lutte dans un État qui est de plus en plus fascisant, notamment en France par exemple. Ne levez pas la main, surtout n'hésitez pas à participer directement. C'est quelque chose qui a déjà été fait dans le passé. Quand je dis dans le passé, je parle des années 1970, où on est dans un monde qui est très très homophobe. C'est pas quelque chose de légal. Et il y a plusieurs cas qu'on connaît. Il y a Stonewall en 69, en 70-71 en France. Il y a des collectifs qui se créent, notamment le collectif Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui a pour slogan « Abat la virilité fasciste », donc qui entre déjà dans une volonté antifasciste à cette époque-là, et qui montre le lien intrinsèque entre la lutte LGBT et la lutte antifa. Et on peut aussi, on peut partir en Argentine, où après la crise de 1929, la crise économique, l'Argentine est touchée par la dictature militaire. Et toujours en 71, il y a un nouveau dictateur qui vient au pouvoir, Alejandro Lanusse,
Et donc va se créer face à lui le Front de libération homosexuelle qui s'oppose directement à cette dictature, à la montée de l'extrême droite et à la montée du fascisme qui leur est directement impliquée par la dictature. Et donc en fait, on voit que c'est grâce à une union et à des collectifs, à un engagement que ça se fait. Ça a commencé ces groupes pour essayer d'exister à cette époque-là et ça a très vite passé à du militantisme, notamment après sur le biais de ce qui s'est passé à Stonewall, qui était donc, sauf si tu veux en parler, qui était donc un bar gay qui avait beaucoup de raids de police et il y en a eu un en 69 qui a lancé après une manifestation le lendemain, dans mes souvenirs. Si je me trompe pas, en fait, pour être plus clair, Stonewall, c'est dans un contexte particulier où il y a une grosse criminalisation de l'homosexualité, de la transidentité et de tout ce qui va aux États-Unis. Donc la plupart des bars en fait, homosexuels vont être criminalisés, ne vont pas avoir leur licence pour vendre de l'alcool, ce qui est en fait une nécessité. Et donc vont être tenus par des mafias. Et il va y avoir beaucoup de liens comme ça dans les bars. Et en fait, il y avait beaucoup de raids de police qui étaient en fait un harcèlement moral total des communautés, qui en général se passaient parce que on faisait avec, on a toujours fait avec, on a toujours été dans une violence. Enfin, le contexte à l'époque était déjà dans une criminalisation. Enfin, il y avait des lois comme on peut les voir maintenant un peu actuelles qui interdisaient par exemple d'avoir des tenues du sexe qui n'est pas notre sexe de naissance, des choses comme ça qu'on peut revoir un petit peu maintenant revenir aux États-Unis. Et dans ce contexte-là, du coup, c'est vrai que... Pardon, je perds mes mots. Dans ce contexte, c'est important de se mobiliser. En fait, on n'a même pas eu le choix et ça a réagi directement. Donc ça a été un raid d'une manière d'autant plus violente. On le revoit pas mal dans les hymnes de l'époque parce qu'on peut les retrouver. Beaucoup d'insultes, des agressions sexuelles, des rabaissements, des violences. Et en fait, ce jour-là, il y a eu un pétage de câbles. Il y a beaucoup de communautés, notamment les communautés trans et lesbiennes, qui ont pris le pas et qui ont lancé des pavés ce jour-là. Et ça vient aussi de là, la Pride, en fait. Et c'est un moment, en fait, qu'on va dire révolutionnaire dans son instant qui a forgé la chose, quoi. Ouais, vu que la Pride, c'est aussi là la vérité fondamentale, c'est qu'un droit ne tombe du ciel. Et même si, par exemple, il y a un président qui met quelque chose en place, ça reste étatique. Et donc, il faut toujours essayer de se mobiliser à la base par le socle prolétaire pour essayer d'acquérir des droits et de les perpétuer. Et donc, la Pride de samedi a aussi cette vocation-là de repolitiser le mouvement. Donc tu m'as dit qu'il y aurait différents stands. Qui sont les personnes qui seront là dans le village associatif de samedi? Est-ce que vous avez déjà une petite idée ou ça sera un peu à la surprise générale des gens qui vont venir? En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont liées de près ou de loin à la communauté LGBT. De près, j'entends par exemple des collectifs queer, évidemment. Il y aura par exemple Aide qui sera présent, par exemple, parce qu'il faut aussi penser aux personnes qui sont atteintes du VIH, et avec notamment les décisions de Donald Trump et américaines de financer ou pas des institutions, la recherche s'arrête, le soin s'arrête, donc alors déjà de base Trump tue des gens par définition, et là dans les faits directement il fait en sorte que des gens meurent en fait, donc voilà. Et il y aura aussi des syndicats. L'idée de cette Pride, c'est d'être sur une dimension intersectionnelle en fait. On a tous des moyens différents de lutter, des façons différentes de faire en fonction de notre background politique, notre façon de faire, etc., nos possibilités physiques aussi. Je pense aux camarades handicapés et je le pense aussi parce que je suis référent handicapé du handicap accessibilité sur la marche. On a tous nos moyens de faire et ça peut être compatible dans les faits. Mais là, en l'occurrence, il y a un mot d'ordre, c'est tous contre le fascisme. Et en fait, je trouve que le fait de politiser encore plus cette année, tous unis contre le fascisme, en fait, ça permet de mettre un peu les bourgeois face un peu à la responsabilité. Et je pense pas qu'aux bourgeois de droite à ce moment-là, en disant aussi, en fait, même dans d'autres partis ou syndicats, de dire en fait, vous refusez de remarquer que là, nous sommes dans une ère pré-fasciste, si ce n'est qu'on y est déjà carrément dedans, notamment en France, etc. On a vu pendant les législatives 2024, etc., il y a eu des ratonnades, ça existe toujours, même dans les villes comme Poitiers. Là, il y a un truc de nous, on se positionne en fait, mais on se positionne aussi parce qu'on est les premières cibles de ces gens-là. On est aussi les premières cibles des fachos.
Et donc du coup, c'était aussi important, notamment au niveau de la marche, mais aussi du village, d'avoir un maximum de personnes. Il y aura des syndicats, il y aura des collectifs, il y aura tout ça. Mais effectivement, il y aura 26 exposants, donc c'est quand même beaucoup pour cette marche. Ouais, d'autant que par moment, les luttes pour les questions queer et les questions trans sont abandonnées par la gauche qu'on dit plus légaliste. C'est aussi le moment de montrer aussi que chaque lutte est importante et qu'en fait il faut être mobilisé non pas seulement le 17 mai 2025 ou durant le mois des fiertés, mais que chaque mobilisation est importante vu que c'est un peu les premières personnes qui vont être tabassées par le fascisme comme on entend. Abel, tu fais du petit bruit derrière ton micro, c'est que tu veux nous dire quelque chose? Non, mon micro était coupé, donc je pense pas que vous m'entendez. D'accord. Mais néanmoins, je peux quand même saisir la perche qui m'est tendue. Oui, je suis d'accord que c'est clair qu'il y a un vrai sujet. Si on prend l'histoire en Europe, on va dire tragique, qui s'est passée pendant la Seconde Guerre. Clairement, on voit. Enfin, il faut toujours se rappeler de qui a été mis dans les camps, qui a été exterminé. Donc, bien sûr, les personnes de confession juive en très grande majorité. Mais il faut bien sûr se rappeler que les militants communistes ont été déportés et ont été mis dans des camps. Les personnes homosexuelles, donc les personnes concernées LGBTQI, comme on parle aujourd'hui, et puis également les tziganes, tous les antifascistes de manière générale. Enfin, en fait. Moi, je suis d'accord, vous avez bien raison aujourd'hui de bien resituer tout ça et de bien rappeler en fait que si on fait semblant de ne pas voir, par exemple, on pense bien sûr aux personnes qui peuvent être queer, je sais pas, et qui sont dirigeants de droite ou dans des grandes entreprises, etc. Ou bien des personnes aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement faire un parallèle avec les personnes musulmanes. Enfin, il y a plein de choses comme ça où on peut se dire que toutes les personnes qui sont marginalisées, les militants communistes, etc. Enfin, il faut quand même toujours se garder à l'esprit que si ces gens-là arrivent au pouvoir, on est toutes et tous hyper en danger, quoi. Et donc, moi, je trouve que vous avez absolument raison de faire un pont. Et moi, je trouve ça hyper cool qu'il y ait un pont pour la marche de samedi entre les antifas et puis les militantes et militants LGBTQI, quoi. Oui, et puis même, en plus, ça attaque à tous les fronts, qu'on soit radicaux ou pas radicaux. Par exemple, dernièrement, là, il y a 2-3 mois, il me semble, il y a un député, Sébastien Pétavy, il y a eu un appel au meurtre sur Internet le concernant, appel au meurtre parce que c'était un député en situation de handicap, et aussi parce que c'est une personne homosexuelle, et il s'est fait attaquer sur ça, notamment, donc il en a parlé en pleine Assemblée nationale, etc. Ces gens ne se cachent même plus, quoi. Il y a des trucs de... vas-y, on y va, il n'y a pas de souci. Visiblement, le gouvernement est quand même plus prompt à gérer des personnes issues de l'immigration et à avoir des politiques répressives vis-à-vis de ces personnes-là qu'on soutient. Enfin, on soutient les personnes, hein, pas les politiques répressives, qu'on soit bien d'accord, que pour gérer des fachos, quoi. En plus, ça, là, récemment, on voit, par exemple, il y a le projet de loi sur la fin de vie qui rentre en place. Et il y a aussi, du coup, toute une logique libérale autour de la fin de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre en place cette fin de vie pour faire en sorte que ce soit les personnes les plus précaires dont on a la flemme, en fait, de soigner, vu que le soin peut coûter cher. Déjà, on a l'impression, pour les fachos, que c'est compliqué pour des personnes trans, par exemple, de transitionner. On a l'impression qu'on est en train de leur arracher 2 reins. Il y a toute cette marchanditisation du corps et de la manière dont on doit se comporter aussi qui rentre en action et qui rentre aussi justement avec tout ce déroulé fasciste. Et la question de la lutte queer est d'autant importante qu'au sein même de ce système, il y a aussi des systèmes patriarcaux qui rentrent en compte. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi avec les statistiques que c'est aussi les femmes trans qui sont beaucoup plus parfois réprimées que les hommes trans qui passent beaucoup mieux dans la rue, si je peux dire ainsi. Donc ça montre vraiment que le problème est structurel dans la structure même. Comme dirait Bourdieu, c'est une structure structurante structurée, j'ai envie de vous dire. Et la lutte face au fascisme est plus qu'importante. Et donc la Pride de samedi est d'autant plus importante que c'est justement le moment aux personnes de montrer qu'elles peuvent être fières de qui elles sont et qu'elles peuvent aussi sortir dans la rue, là où parfois, par exemple, juste aller en manifestation, ça peut faire peur quand on est une personne qui se sent différent. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Oh, très bien. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'idée de se montrer, de rappeler qu'on est tous unis contre cette lutte, qu'on lâchera pas et que vraiment c'est vraiment pas le moment de baisser les bras, c'est au contraire le moment de montrer notre force et de se battre contre ce fascisme.
Et dans les faits, il y a des raisons. Enfin, je veux dire, comme tu le disais tout à l'heure, Gabin, il y a la question de quand il y a des personnes trans qui sont dans la rue, on a l'impression que les gens cis, des fachos, vont se faire arracher de reins. En fait, dans les faits, objectivement, les personnes de la communauté LGBT sont en danger. En fait, je veux dire. Il y a des gens qui se font poursuivre dans la rue, qui se font tabasser dans la rue parce qu'elles sont dans la même communauté LGBT. Il y a rarement, à part quand il y a une attaque en face, l'inverse qui se passe, quoi. Donc il y en a où on se sent attaqué juste parce que ça te remet dans tes valeurs. Mais vas-y, tu croises quelqu'un qui a du vernis, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a vraiment un truc de, fondamentalement, taille ta route. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. Et c'est ça qui est important. Et je rejoins bien évidemment Yass sur le fait que on est tous ensemble, etc. Mais c'est aussi quelque chose de... C'est aussi fort, je trouve, notamment quand on a peur d'être dans la rue, de se faire croiser dans la rue et de se faire, de sortir et de te porter comme ça. D'être à plusieurs, c'est aussi une exposition. Et c'est aussi important aussi de le rappeler de ce truc-là, que quand on fait ça, c'est pas anodin, c'est pas juste on va à une manif, quoi. C'est pas juste ce qui est déjà fort d'aller juste à une manif, mais il y a on sort à l'extérieur, on se montre, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans la communauté, notamment quand on essaie de nous faire taire et qu'on nous essaye de faire en sorte qu'on n'existe plus parce qu'on est quand même des dangers pour tout le monde, quoi. Imaginez pour les enfants, voyons, vous imaginez. Yuri, quand tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, bien sûr, c'était pour te reprendre, Gabin. Tu as dit, donc, tu as parlé des structures bourdieusiennes, etc. Alors, non, mais c'est très bien, mais il faut toujours se rappeler que les structures ne descendent pas dans la rue, bien sûr. Et à la fin, ça reste des affaires d'individus. On est influencé, bien sûr, par les structures qui nous dominent, etc. Mais derrière, il faut se rappeler que à la fin, c'est un fasciste qui va venir taper une personne queer, qui va venir essayer d'assassiner un militant communiste, un antifasciste ou un handicapé, ou une personne handicapée. Et à la fin, c'est aussi pour ça que les personnes qui sont un petit peu conscientes de ces sujets-là, donc c'est à nous toutes et tous, par exemple, je ne sais pas si on a un collègue qui fait une blague, je mets des guillemets, on ne peut pas les voir, on est à la radio, mais je les mets, qui fait une remarque, qui fait toutes ces choses-là, en fait, on doit être des premiers petits remparts en disant pourquoi tu dis ça, tu sais qu'en disant ça, en fait, voilà, ça perpétue des stéréotypes, comme vous disiez, quoi. Enfin, tu vois, si tu entends quelqu'un qui dit, qui fait une remarque sur quelqu'un qui met du vernis, et tu vas lui dire, mais est-ce qu'elle est venue t'en mettre sur toi? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu t'en fous, quoi? Est-ce que ça te concerne tant que ça? Non, je crois pas. Et ça, c'est des petits trucs sur lesquels il faut qu'on soit vigilant. Ça peut ne pas nous coûter grand-chose, et par contre, ça peut faire changer à long terme, je pense, les mentalités. Ça, il faut se rappeler qu'à la fin, ce sont les personnes qui agissent, quoi. C'est pas des trucs un peu dans le ciel, quoi. Ouais, et justement, pardon. Non, c'est bon, j'ai fini. Ok. Et par rapport à ça, justement, là, tu me disais, oui, on est régi par des individus, mais il y a justement la place de l'État face à la queerphobie. Quelle est vous, en tant que militant, on peut dire, c'est quoi votre sensibilité par rapport au rapport qu'a l'État face à la queerphobie? Aujourd'hui, on voit qu'on a Retailleau, qui est un ministre d'extrême droite. On a Emmanuel Macron qui est là et qui se dit féministe et qui continue de taper sur les voiles des femmes musulmanes. On a jour après jour la Sécu sociale qui a deux doigts de dire bonjour, non, on va arrêter de rembourser. Il y a des remboursements sur les frais de transition. Ils sont très compliqués. Ils sont très compliqués, voilà, et qui disent, voilà, on veut encore plus les sanctionner. Macron aussi, on ne rappellera jamais assez qu'il a dit pendant les législatives de 2022 que la gauche voulait que les personnes trans changent de sexe directement à la mairie. Ah oui, c'est ça. Oui, on a envie de faire ça. Exactement. Donc voilà, il y a aussi ce rapport-là à l'État. Comment est-ce qu'on peut aussi se positionner, vu que malheureusement, on n'est pas en État, on n'est ni en État révolutionnaire, ni en État anarchiste, même si du coup l'État n'existe plus. Mais bref, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter face à ça, au rapport qu'a l'État face à l'émancipation LGBTQIA+. L'État, dans les luttes en tout cas, on a pu le voir ce week-end, il est plus facile de réprimer une lutte antifasciste qu'une lutte néo-nazie. Il y a eu ce week-end s'est tenu à Paris le C9M, donc le comité du 9 mai, qui font hommage à un de leurs militants qui est mort dans les années 90. Et cette manif a eu lieu, malgré une interdiction qui après a été enlevée par tribunal administratif de Paris, voilà. Et elle n'a pas été réprimée par la police, alors que les luttes ancrées à gauche et ancrées queer, ou ne serait-ce que pour le soutien de la Palestine, notamment lundi là, il y a eu une manif pour la Palestine où des militants se sont fait arrêter. Mais là, ça dérange. En fait, nos luttes dérangent l'État parce qu'ils sont faits pour changer. Et dans un État qui se fascise, on est vraiment le rempart restant face à eux, alors que ces militants néo-nazis... ils sont vraiment ce qu'on rejoint ce que eux ils rejoignent
c'est l'État, dans leurs idées notamment. Et donc c'est plus compliqué pour nous de se battre, mais c'est pour ça qu'on le fait d'autant plus fort et avec plus de monde. C'est parce qu'en fait on sait que dans l'idée on est minoritaire sur le papier, mais on est plus bruyant qu'eux. Et on a toujours été minoritaire, on n'a jamais fait la révolution en étant la majorité des personnes, sinon c'est pas une révolution. Finalement. Exactement. Et tu parlais notamment de la lutte palestinienne. Il y a tellement aujourd'hui un mélange de tout qu'on a l'impression aujourd'hui que si on soutient la Palestine, on est aussi queerphobe, vu qu'ils nous sortent les fachos que oui, là-bas, ils seraient les premiers à tuer les lesbiennes en parlant des musulmans. Comment ça se fait que vous les soutenez? Et donc en fait, ils se servent de leur lutte islamophobe pour faire croire qu'en fait c'est nous les méchants. Oui, puis en Palestine, il y a aussi, pardon, je me permets, mais en Palestine, il y a aussi des membres de la communauté LGBT, et aussi, en fait, il y a des trucs de... En fait, on n'a juste pas envie que des gens meurent. Enfin, peut-être que la base, c'est celle-là pour la Palestine. On va commencer pour ça, déjà. Et puis, après, les arguments des fachos, tu sais, au bout d'un moment... Mais je reviendrai là-dessus. C'est qu'on a une place plutôt cruciale en tant que LGBT dans le système de la blanchité, parce qu'on va être un des derniers garde-fous en termes de fausse inclusivité. On va vraiment venir... avec des lois de plus en plus fascisantes, comme on a pu voir avec la répression, par exemple, en Kanaki, où on a un exemple typique de ce que peut être un État fasciste, notamment du fait colonial. Et à côté, nous faire des lois soi-disant progressistes qu'on hurle d'avoir depuis des années en tant que LGBT. Et à côté, moi, je pense notamment à Aurore Berger, qui prenait toute cette place... soi-disant pour les droits trans, mais qui avait aucune peine à aller voir Marguerite Stern et Dora Muto, figure de la lutte anti-trans en France aussi. Et c'est vrai qu'en fait, on est beaucoup utilisé, notamment, on pense à Gaza, dans le terme oui, mais le pays LGBT, l'État LGBT, ça sera l'Israël, sauf que dans les faits, c'est faux, et un État colonial ne pourra pas être pro-LGBT, et nous, moi personnellement, ce que j'en pense, c'est que dans tous les cas, le plus grand danger actuellement pour les LGBT en Palestine, c'est les bombes qui leur tombent sur la gueule. C'est pas le Hamas qui serait plus... Enfin, le Hamas, c'est une grande histoire et c'est des longs débats. On va pas partir sur ça, mais... Je t'en supplie, j'ai pas envie d'avoir du descente du raid chez moi demain matin. Mais dans les faits, ce qui actuellement tue les LGBT et machin et tout, c'est le fascisme, c'est l'extrême droite. Et c'est ça qu'on met en question, quoi. Ouais, on a surtout Benjamin Netanyahou qui pense qu'il va justement sauver l'Occident hétéro-blanc, justement en détruisant la Palestine. En tout cas, on voit notamment par la question palestinienne que la lutte queer, elle est à la fois intersectionnelle, comme vous avez su l'expliquer ici, mais aussi internationale. Il y a un internationalisme queer qui essaye de se mettre en place, on peut dire ça comme ça, face à un international fasciste qui se met de plus en plus en place. On pense notamment, par exemple, à Périclès, qui était justement un projet de l'extrême droite pour mettre en place justement des têtes à la place des États et mettre en place justement toute une politique de réflexion d'extrême droite et qui ciblait et attaquait les personnes queer et les personnes LGBT. Et on espère donc que les personnes puissent se mobiliser, se regrouper entre elles. Alors donc, pour conclure cette discussion, la Pride de samedi donc, commence à 11h. Il y a des tables tout au long de la journée. Il y a une grande manifestation. La manifestation, tu m'as dit qu'elle était assez longue. Elle faisait 3 heures. En fait, c'est quoi? Ça fait tout le tour du plateau et il y a des arrêts? Je te demande pas un point GPS toutes les 15 minutes, bien entendu. Alors, on part de la mairie, on passe devant la préfecture, on passe entre la... Je vais le faire rapidement, mais globalement, on redescend sur le boulevard Chassaigne, globalement. On remonte ensuite vers Notre-Dame. Enfin, c'est assez grand. En fait, on essaye de redescendre du plateau. L'idée était surtout celle-là, de descendre du plateau. C'était vraiment celle-là. Et concernant la Pride, c'est peut-être bien de préciser, mais du coup, il y a le FRAP, Front Révolutionnaire Féministe à Poitiers, quelque chose comme ça, je ne l'ai plus, qui organise du coup un cortège lesbien. Donc, il y aura un atelier pancarte demain soir pour tout le monde à l'envers du bocal, qui organise du coup un petit village antifasciste où il y aura la présence du FRAP et de Poitiers antifascistes. Ce soir-là, on fera une banderole pour aussi le samedi. Et le samedi, on aura aussi du coup un cortège des luttes, qui est un appel à toutes les personnes qui se retrouvent dans les luttes LGBT à venir et à crier ces slogans. Et voilà, quoi.
Ouais, le cortège sera un peu dispatché effectivement, et notamment à la fin. Je précise aussi en tant que personne handicapée, à la fin, ou en situation de handicap, on met le mot qu'on veut, mais en l'occurrence handicapé, il y a un cortège calme à la fin, je précise, un cortège un peu posé effectivement, où on pourra prendre le temps de marcher, etc. Il y aura des personnes pour gérer dedans, on sera présente. L'idée, c'est que tout le monde puisse profiter de la manif, d'exprimer et de lutter, d'être ensemble dans la lutte, à son niveau et à son moyen de faire, etc. Et on est tous ensemble, tous solidaires, et c'est la mototie antifascistique. Exactement. Et je voulais juste rajouter que c'était très important effectivement de politiser les prides, de repolitiser les prides. On pense, enfin je m'adresse surtout aux hommes gays cis, que les droits, nos droits sont acquis, ils ne sont jamais acquis, il faut toujours se battre pour les défendre. Parfois, j'ai eu beaucoup de témoignages d'hommes gays cis, encore une fois, qui me disaient mais pourquoi aller à la Pride ? C'est juste pour nous montrer, nous on veut être inclus, on veut être accepté et tout. Non, c'est très important. La Pride, c'est revendiquer nos droits. La Pride a été à l'origine de beaucoup de choses acquises par la communauté LGBTQIA+. Et puis, du coup, c'est hyper important de mettre l'antifascisme en avant, en particulier parce que c'est ce qui nous menace actuellement. Et aussi, j'aimerais rajouter que je vous conseille le court-métrage qui est sur la chaîne d'Arte, il me semble, qui s'appelle « Être gay sans faire de vagues » et qui est en fait un témoignage assez touchant sur un homme gay qui avait commencé à avoir du coup des relations avec d'autres hommes qui lui disaient de pas trop être extravagant, ne pas porter certains vêtements parce qu'il voulait vraiment se fondre dans la masse, il voulait se faire accepter et tout. Et c'est important de se dire que nos existences sont politiques, donc autant vivre comme on a envie de vivre en fait. Et ben voilà, c'est une très belle conclusion à cette discussion. Juste une dernière question d'information. Donc il y aura un cortège non mixte lors de la Pride et un cortège plus calme à la fin du cortège, c'est ça ? Pardon, je t'en prie. Il y a un cortège non mixte lesbien. Ok. Il y a un cortège de lutte qui est ouvert, voilà. Et il y aura un cortège calme à la fin, ouais. Mais il y a aussi d'autres cortèges un peu en amont. Enfin, vous verrez un petit peu sur la façon. Pour les personnes qui ont Instagram, on va faire de la communication bientôt dans les prochains jours là, pour exactement les endroits et tout. Mais il y a d'autres cortèges. Enfin, il y a des cortèges un peu déjà fixés entre militants et tout. Il y en a d'autres. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose d'assez émouvant. En fait, on va pouvoir s'adapter aussi sur le moment et en fonction de nos envies, etc. Et il y aura des chars avec de la musique et ça va être chouette. Et on a hâte de voir ça. Eh bien voilà, merci beaucoup. On était donc avec le collectif des Fiertés de Poitiers et le collectif antifasciste de Poitiers pour parler de la Pride de ce samedi. Donc le village associatif commence à 11h. On espère que vous serez présents en force et en nombre. Et donc on se dit à dans 3 minutes sur Radio Pulsar dans l'émission Poitou Pop avec la musique entre-temps Les filles, les meufs de Marguerite. Et c'est tout de suite sur Radio Pulsar. J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer, et qui s'empêchent de pleurer. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité qui
Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles, elles saignent aussi. Désolée les gars, mais moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. L'allié traditionnel du capitalisme veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les damnés de la terre. Les étoiles en plus. Et vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 dans l'émission Poitou Pop. L'animateur de l'émission est parti et il s'est réincarné dans quelqu'un qui a 2 fois son âge. Et nous sommes donc toujours avec Fierté Poitiers et Poitiers Antifa. Mais là, nous allons un petit peu changer de sujet parce que, fort logiquement, nous allons parler du pape, mais d'une femme pape, n'est-ce pas, Mafalda ? Voilà, nous allons parler d'une élection particulière et une élection qui se termine par cette phrase « Habemus mamam ». Oui, vous avez bien entendu, Habemus mamam. La phrase tant attendue vient d'être lancée du balcon par le Camerlingue et dans la seconde, une immense clameur monte de la place Saint-Pierre. Des pèlerines, des pèlerins se congratulent et certains même se frappent la poitrine en scandant des actions de grâce. C'est d'une joie immense que vibre la grande place. Lorsque la mame apparaît au balcon, la clameur monte d'un cran. Jeanne, c'est Jeanne qui a été élue. Et son prénom est repris par des milliers de voix. Cela faisait plusieurs mandatures qu'aucune femme n'avait tenu la fonction, et de surcroît, c'est Jeanne que tous les cardinaux et toutes les cardinales ont choisi. Toute la chrétienté attendait son élection, une femme si juste, si droite, si proche des gens de peu. Nous sommes en 1100, et Jeanne Ière se tient devant ses ouailles, vêtue de sa grande cape blanche et de sa coiffe mamale. Un grand sourire traverse son visage et ses yeux pétillent. Elle est encore très jeune, 30 ans. Et son règne sera long. Un règne qui verra évoluer les pratiques religieuses, le divorce accordé sans excommunication, l'égalité totale des êtres humains au sein de l'Église, le droit à changer de religion sans crainte, le droit de ne pas croire et tant d'autres mesures. Ainsi pourrait débuter une histoire en uchronie. Oui, et si nous étions en uchronie, alors peut-être que le nouveau pape qui vient d'être élu serait aussi une femme, donc une mame. Mais pourquoi mon imagination a-t-elle cavalé ainsi ? Parce qu'à l'heure où tous les médias étaient branchés sur la couleur d'une fumée vaticane, que moi j'espérais arc-en-ciel, je me suis souvenu que l'histoire nous avait déjà parlé d'une papesse. J'ai fait quelques recherches et il existe bien une légende de la papesse Jeanne. Certains la situent vers 855 comme Martin le Polonais et d'autres après 1100. Quoi qu'il en soit, Jeanne était une très jeune fille, vivant librement avec son amant. Les deux ont sillonné ensemble les universités d'Europe, la France, l'Angleterre, la Grèce, afin de se cultiver, Jeanne toujours habillée en homme. Elle était donc une jeune femme lettrée et polyglotte, chose très rare pour l'époque. À la mort de son jeune amant, Jeanne s'est rapprochée de la curie, toujours sous le couvert de son habit masculin, y a gravi les échelons pour finir élue pape. Et elle y serait restée 2 ans. Et c'est au cours de la 2e année, lors d'une procession, elle aurait été prise de douleur et aurait accouché en pleine rue. Scandale énorme. Et selon les versions, la populace l'aurait lapidée sur place ou bien elle serait morte en couche. On trouve une mention de cette légende dans la Chronica Universalis de Jean de Mailly, dominicain, de 1255, et d'autres textes du XIVe, dont celui de Richard de Poitiers. Mais les ecclésiastes ont facilement démontré l'inexactitude de cette histoire, les archives papales étant très rigoureuses sur la succession de leur chef. Quoi qu'il en soit, il semblerait que cette légende ait été diffusée par l'Église elle-même afin de discréditer le rôle des femmes au sein de l'Église.
Comment une femme, qui, rappelons-le, n'avait pas encore d'âme à cette époque, avait-elle pu être élue pape ? Comment avait-elle pu faire preuve d'autant d'intelligence et de culture ? Non, c'était impossible, et certainement l'œuvre du diable. Et l'exemple démontrait à quel point la femme est fourbe, menteuse, prête à tout pour tromper le monde et surtout fait preuve de luxure. En bref, la femme est une sorcière et en aucun cas elle ne pourrait avoir des responsabilités au sein de l'Église. À part les abbesses, parce qu'il fallait bien quelques-unes de leur caste pour diriger toutes ces jeunes femmes dans la bonne voie. Alors, que nous dit cette histoire ? D'abord, et encore une fois, à quel point le monde est dirigé par le pouvoir des hommes, étroits d'esprit, jaloux de leur pouvoir, préférant écraser, tuer plutôt que partager. Mais aussi, interrogeons-nous du pourquoi du déguisement. C'est vrai que les universités étaient réservées aux hommes et que Jeanne, si elle avait existé, n'aurait pas eu d'autre choix que de se travestir. Mais si c'était parce qu'elle ne se sentait pas bien dans son corps et rôle de femme, si elle avait vraiment voulu être un homme, et si elle n'était ni l'un ni l'autre, l'histoire ne le dit pas. Cependant, les légendes sont toutes porteuses d'interrogations sur ce qui construit notre société. Mais revenons à aujourd'hui. Cette légende a pris corps il y a plus de 1000 ans, et le statut des femmes dans l'Église catholique n'a guère évolué. Elles ne sont toujours pas ordonnées prêtres, ne sont ni évêques, ni cardinales, donc ni papes. Dans notre société française, la religion catholique est encore plus archaïque que la société elle-même pour les égalités entre tous, et ce n'est pas peu dire. Et pourtant, si tout cela changeait, les grandes religions qui se veulent si accueillantes en leur sein, mais qui favorisent les uns plutôt que les unes, si elles décidaient de faire le ménage dans leur fonctionnement obsolète, quel message ce serait pour l'ensemble des sociétés du monde ? Je ne vous connais pas, Monsieur Léon XIV, mais de grâce, ne vous comportez pas comme Louis du même nom, ne soyez pas un monarque absolu. Secouez le cocotier, dépoussiérez toutes les aubes, les capes, les tiares de la chrétienté. Écoutez ce que les femmes, les LGBT+, de votre Église ont à dire, et ne vous contentez pas de les écouter. Mettez en place toutes les mesures, les idées d'évolution qui vous seront proposées. Alors peut-être, je dis bien peut-être, aurais-je un regard plus bienveillant envers les religions. Et pour faire écho à la chronique cinématographique d'Arthur, sachez qu'il existe plusieurs versions filmiques de la légende de la papesse Jeanne. Celle de 72, le film Jeanne la papesse du diable de Michael Anderson avec Liv Ullmann dans le rôle titre. De 2009, La papesse Jeanne de Sönke Wortmann. En 2016, La papesse Jeanne de Jean Bréchamp. Ainsi que 2 opéras, un de 1793 et un autre en 2020. Et bien sûr, une pièce de théâtre de Bertolt Brecht, dit Papistine Johanna. Putain. S'il te plaît, parle pas de Pattinson parce que ça me trouble. Ah bah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi j'agis. Et tu vas faire ça tout seul? Ben j'en ai bien peur, oui. Les étoiles en plus. Et merci Mafalda pour cette chronique. Vous êtes toujours sur Poitou Pop, sur Radio Pulsar 95.9. Nous arrivons doucement mais sûrement vers la fin de l'émission. Et donc comme chaque semaine, enfin plutôt comme tous les 15 jours, c'est l'heure de la chronique Cinemarx. Putain. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les oublie les gros blancs. Les étoiles en plus. Bonjour à toutes et à la chronique cinéma qui met le capitalisme hors champ. Alors, à l'occasion de la Pride, qui se tiendra donc ce samedi à Poitiers, j'ai décidé de vous parler du documentaire La sociologue et l'ourson. Tourné en 2013, le film évoque l'adoption de la loi du mariage pour tous et toutes en France. Expliqué par une sociologue, le film a pour but de comprendre l'histoire du mariage et de redéfinir la notion de famille face aux idées des conservateurs. Des thématiques compliquées mais ingénieusement mises en scène avec l'aide de jouets et de peluches. François Hollande est une marionnette, les journalistes sont des oiseaux, la sociologue est une oursonne, etc., etc. Le film est aussi constitué d'échanges téléphoniques entre Irène Théry, la sociologue, et son fils Mathias Théry, l'un des 2 réalisateurs du film. Ces échanges téléphoniques sont l'occasion pour Mathias de poser des questions à sa mère sur la situation actuelle qui traverse le pays, mais aussi sur l'histoire du mariage et des relations homosexuelles. Mais il y a un détail important, Irène Théry ne sait pas qu'elle est sur écoute, que ces échanges sont enregistrés. Elle explique donc des notions compliquées, comme une mère expliquerait à son fils. Et c'est la plus grande force du film. C'est une idée merveilleuse, car tout cela rend le film à la fois
accessible à tout public et favorise l'aspect pédagogique. En plus des aspects d'accessibilité et de pédagogie, la mise en scène avec des jouets et peluches contraste avec la dureté de certains propos homophobes entendus tout au long du film, quand nous suivons Madame Terry dans ses déplacements sur les plateaux de télévision et dans les manifestations par exemple. Heureusement, le film fait redescendre la tension, par exemple en dépeignant ironiquement Virginie Télène, plus connue sous le nom de Frigide Barjot et porte-parole de la Manif pour tous, en poupée déguisée en Marianne. Le film agit en somme comme une capsule temporelle d'une époque pas si lointaine où des figures politiques n'ont eu aucune honte en déversant leur homophobie ou en participant à des manifestations homophobes sous prétexte de sauver le mariage. 12 ans plus tard, certains de ces politiques occupent encore des fonctions au sein de l'État. Darmanin est un exemple parmi tant d'autres. En ça, le film participe à faire un devoir de mémoire, ne pas oublier ce que ces gens-là ont dit et ont fait quand ils ont révélé leur vrai visage. Si vous souhaitez regarder La sociologue et l'ourson, le film est en ce moment disponible sur Prime Video, mais sûrement aussi en médiathèque, sinon piratez-le. Non, c'est de plus en plus catastrophique, le groupe va s'écrouler. On peut quand même pas être les complices d'un suicide. Benoît le pape. Les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger. Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Vive l'autogestion! Ah, tout de même. Les étoiles en plus. Et à la limite, je te pose une question, Arthur. Du coup, peut-être faudrait qu'on diversifie les jingles de l'émission avec d'autres extraits de films, parce que c'était le cas avec les jingles que vous n'avez pas entendre. Mais bon, on manque de temps parfois, nous sommes bénévoles. Mais il ne faudra pas hésiter à suggérer d'autres films sur lesquels on pourrait extraire des bouts comme ça de dialogue pour faire des jingles pour notre émission Poitou Pop que vous écoutez sur Radio Pulsar 95.9. Nous arrivons un peu à la fin de l'émission. Peut-être on va redemander un petit peu en guise de piqûre de rappel à nos invités toutes les infos un peu pratiques sur la Pride de ce week-end, puisque certaines personnes qui peut-être nous écoutent n'ont pas écouté tout le début de l'émission. Donc nous avons reçu Fierté Poitiers et Poitiers Antifa. Et, donc c'est à vous. Je propose de commencer et puis Yes, tu me corriges parce que je veux dire des bêtises. Bien sûr. Alors, la marche des fiertés commence, le village des fiertés pour commencer commence à 11h, place du Maréchal Leclerc. Donc ça c'est pour Waze, sinon c'est la mairie, sinon concrètement c'est place de la mairie. 14h des prises de parole, des discours. 14h30 ça part en manif festive et revendicatrice, comme nous dirons. Et on revient tranquillement à 17h30, puis dans la soirée, manifestation, pas du tout. Enfin, si, c'est de la manifestation. Excuse-moi, je te coupe, il y a la scène ouverte aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on revient à deux. Le TDA, c'est vraiment... Bref, mais du coup, on revient ensuite, effectivement, il y a une scène ouverte. On a pu s'inscrire pendant longtemps, beaucoup d'artistes vont performer, ça va être très très chouette. Et ensuite, dans la soirée... des shows drag globalement et des événements festifs dans au moins 4 bars partenaires, fin d'émission un peu fatigué, le Bafalou, le Caribou, l'Envers du Bocal et le Zinc. Et voilà. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais surtout rappeler que effectivement, normalement, il est prévu qu'il fasse assez chaud. Donc, pensez bien à prendre de l'eau, c'est très important. On en aura vraiment en cas de nécessité. Mais c'est important que vous ayez tous votre propre gourde. Et aussi, demain, il y a l'Envers du Bocal qui, du coup, pour la semaine des Prides, fait une sorte de petit village antifasciste où il y aura une confection et d'une banderole pour le cortège des luttes et aussi de pancartes organisées par le FRAPP. Ça. Voilà. Et je me permets de rajouter, parce qu'en fait, on prend en otage l'émission. Rappeler que, tout simplement, pour les gens qui nous écoutent, on est là. En fait, il y a aussi un truc, c'est un moment de sororité, de fraternité, d'adelphité. On est là tous ensemble, etc. On vous attend, mais aussi de dire, on vous attend, mais si vous venez pas, c'est pas grave. En fait, c'est OK de pas avoir la foi, de pas avoir la force de sortir. Au-delà du côté handicap ou quoi que ce soit, en fait, parfois, on a peur, on craint, ou juste on n'a pas envie. Et c'est OK, en fait, on est là pour se battre tous ensemble. On a des moyens, des façons de lutter différentes. On peut comprendre qu'il y a des gens je peux entendre le fait que des gens ne pensent qu'une Pride c'est pas pertinent ou que machin. D'accord, très bien. Moi je suis pas d'accord avec ce discours, mais il y a pas de souci. Mais en fait l'idée c'est de lutter tous ensemble, etc. Et on est là tous ensemble entre adelphes et c'est ce qui est le plus important. Tout à fait. Et je pense on va dire Radio Pulsar de manière générale, un petit peu par différentes formes, sera aussi présent. Oui, je confirme cet événement, soit d'autres émissions que la nôtre, mais aussi une partie de l'équipe de l'association aussi qui soutient
de plus ou moins loin, à peu près cet événement. Donc nous arrivons à la fin de l'émission Poitou Pop. Alors Poitou Pop, c'est une émission qui est portée par l'association Poitou Presse, mais qui est aussi présente sur d'autres médias, notamment YouTube avec la chaîne Ventre Presse, Twitch avec la chaîne qui vient d'être lancée à Bain-Couillon, et aussi, on peut l'annoncer, disons, on l'a pas forcément annoncé la semaine dernière, un journal papier qui s'appelle Le 30, bimestriel, donc une fois tous les 2 mois, qui peut-être à terme il sera tous les mois, donc n'hésitez pas à on cherche aussi des colporteurs, des colportrices, parce que c'est un journal qui pour l'instant se vend de la main à la main, mais bon, si vous êtes propriétaire d'un bistrot, de n'importe quel commerce, même une boucherie, on prend. Voilà. Pas la boucherie. Bon, il y a peut-être débat, mais on va dire un marchand de légumes. Non, mais bon, voilà. Donc le 30.info, voilà, Ventre Presse, Twitch, je crois que j'ai rien oublié. C'est vrai qu'on se diffuse sur tous les médias, mais c'est un petit peu, voilà. Et puis on se retrouve surtout dans 2 semaines pour la prochaine émission de Poitou Pop. Ce sera le 29 mai, donc le jeudi de l'Ascension, mais il y a quand même l'émission, et on fêtera les 20 ans du non au référendum contre le traité européen en 2005. Voilà. Et sur ce, bonne soirée, nous quittons et nous retrouvons dans quelques minutes sur Radio Pulsar l'émission Metal Fury, et à bientôt. Pulsar.